Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez. Donc, juste pour commencer les présentations, puisque j'ai commencé à parler, je continue. Je vais enlever juste mon masque pour que vous voyez mon visage et le remettre juste après, puisqu'on est toujours sur les règles sanitaires. Donc, voilà, je suis Géraldine Carson-Jouzel, chargée de mission SMS numérique. Donc, je suis arrivée il y a quelques semaines à l'ARS Bretagne. Pour pouvoir accompagner les candidats, tous les établissements qui le souhaitent sur cet enjeu du numérique. Donc, c'est un beau projet que l'on découvre aussi avec vous et qui évolue aussi. Donc, c'est toute sa richesse. Et juste pour pouvoir vous situer, je viens, donc mon parcours, je suis également un acteur du terrain puisque je viens d'un service médico-social où j'étais responsable de service d'accueil temporaire pendant un peu plus de 5 ans sur le bassin rennais. Voilà. Je vais donner la parole à Sylvaine pour les présentations. Bonjour à tous, donc je suis Sylvaine Brien. Moi, je fais partie du GCS e-Santé Bretagne, donc, qui est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc, on intervient en accompagnement de l'ARS sur tous les enjeux numériques au niveau régional. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement, effectivement, du sujet SMS numérique. Et donc, j'accompagne les établissements médico-sociaux dans leurs projets système d'information et plus particulièrement, effectivement, dans les projets de développement, déploiement du dossier usager informatisé dont on va vous parler tout à l'heure. Donc, on a souhaité toutes les deux programmer ce premier webinaire. Je dis premier parce qu'il y en aura un deuxième et d'autres si c'est nécessaire, notamment à partir de la rentrée, à partir de septembre. Donc, merci déjà pour commencer. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. On sait que ce n'est pas une période simple puisqu'on rentre dans la période estivale avec les obligations des uns et des autres et les congés. Donc, on est ravis de pouvoir effectuer ce premier webinaire. C'est une première pour nous. C'est un exercice que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, peut-être même mieux que nous, puisque animer un webinaire, moi personnellement, c'est une première en visio. Donc, c'est particulier, en effet, de pouvoir être dans un échange sans être dans la relation physique. Moi, j'aime beaucoup aussi être en présentiel. Donc, on en parlera un petit peu tout à l'heure, notamment dans le cadre de l'accompagnement des porteurs. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont greffées. Donc, comme je disais, n'hésitez pas, avant de commencer, à poser vos questions-réponses dans le fil de la discussion ou à lever la main. On ne veut pas que ce soit non plus un monologue. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange. Et si on a souhaité donc ce webinaire, c'est parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de questions et de spécificités à travers ce projet. Alors, on va essayer d'y répondre aujourd'hui de notre mieux. Si nous n'avons pas toutes les réponses à vos questions, on sera très honnête et on pourra aussi vous le dire tout simplement. Sachez qu'on a cette chance de pouvoir être dans l'échange de manière très régulière avec notamment la CNSA. Et ça nous permet aussi d'avoir des réponses assez rapides à toutes les questions que l'on peut se poser et que vous ou les personnes qui s'apprêtent à candidater à ce projet peuvent se poser. Alors, donc l'idée aujourd'hui, quel est-il? C'est de parler bien entendu de ce virage numérique, des enjeux. Une définition du DUI nous semble importante. Alors, c'est vrai que ne sachant pas véritablement, on a regardé un peu dans les grandes lignes, mais qui peut être présent à ce type de webinaire. On sait aussi un peu par les échanges qu'on a pu avoir avec certains acteurs que les questions qui se posent autour du numérique et du programme SMS numérique sont très, très larges. On peut être tout simplement de la définition du DUI. Donc, il faut être à l'aise avec les questions que vous aurez envie de poser, puisqu'on se rend compte aussi que ce qui va de soi pour certains ne l'est pas pour d'autres. Il y a certains parmi vous qui sont qui sont très initiés dans ce programme et d'autres qui le découvrent. Et on le sait aussi, certains acteurs qui en sont encore loin.
et qui ont besoin aussi de nos appuis. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi reparler tout simplement de la base, la définition du DUI, les grandes étapes. Donc, l'auto-évaluation en fait partie. Avec qui postuler, c'est aussi une question qui nous semblait importante. Comment se préparer? Donc, on a la chance, en effet, d'avoir des partenaires comme le GCS e-Santé qui sont présents sur la région et on les remercie. Donc, qui peut nous accompagner? Donc, il y a l'ARS, en effet, on en parlera, hein, notre rôle, l'appui du GCS, l'ANAP également, pour toutes les ressources dont ils peuvent disposer et mettre à disposition. Et enfin, le collectif régional ESSI, donc, dont on parlera également. Pour resituer un petit peu l'enjeu, donc de quoi parle-t-on? Du virage numérique. Donc, en effet, vous le savez, hein, vous le connaissez encore une fois aussi bien que nous, si ce n'est pas mieux. Le gouvernement a souhaité renforcer et réformer le système de santé français. Donc, l'idée, à travers le plan Ma Santé 2022, c'est d'accompagner les établissements dans leur structuration, leur organisation et en les décloisonnant, pour certains en tout cas, et aussi en mutualisant les compétences, tout ça bien entendu en faveur des usagers et des professionnels. Donc c'est défini à travers cela une feuille de route avec 5 grandes orientations. Donc on va pas rentrer dans le détail hein, et refaire tout cet historique sur cette politique qui est mise en place. L'idée c'est vraiment de pouvoir recontextualiser et par rapport au programme qui nous intéresse. Donc, dans ces 5 grandes orientations, donc, nous sommes en effet concernés par le 5e point, soutenir l'information et favoriser l'engagement des acteurs. Auparavant, on y parle, on peut y revenir très rapidement, à renforcer la gouvernance du numérique. Donc, c'est bien entendu associer tous les acteurs qui gravitent autour de l'usager, et notamment les acteurs aussi politiques, les représentants des usagers. Intensifier la sécurité du numérique, accélérer le déploiement et déployer au niveau national des plateformes. Donc, c'est important pour nous de resituer parce que finalement, on retrouve tout cela également dans le programme ESMS numérique dont on va parler après. Donc, de ces grandes orientations découlent 30 actions. Nous sommes dans la 21e, le soutien au système d'information médico-sociaux et accompagnement au virage numérique via le programme ESMS. Donc, tout cela sur 5 années. Donc, ça nous emmène jusqu'en 2024, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est sur un programme et des appels à projets qui sont assez singuliers par rapport aux appels à projets auxquels vous avez l'habitude de candidater, puisque c'est vraiment quelque chose qui va s'étaler dans le temps pour pouvoir accompagner un maximum de SMS. Donc, en effet, sur ces 5 années, on le voit, hein, l'idée, c'est de développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans un maximum d'établissements médico-social, encore une fois, amener une grande partie de ces établissements à un socle minimum de maturité du système d'information. Alors, juste une petite parenthèse, hein, on parle de système d'information, on parle de système informatique. Je sais que parfois, pour certains, la différence n'est pas très nette. Donc, quand on parle de système d'information, on parle vraiment de tout ce que vous voyez dans la parenthèse derrière, hein. C'est l'usage, la sécurité, l'interopérabilité. Donc, on en parlera un peu plus tard. De l'interopérabilité, la RGPD que vous connaissez, hein, donc la protection des données, les équipements, les logiciels et le déploiement de tous ces outils. Donc, on parle également dans un 3e point, l'idée c'est aussi bien entendu d'accompagner la réussite des projets en mutualisant les achats et les bonnes pratiques et en intégrant la formation et l'acculturation de tous ces acteurs dans ce grand programme. Sur ce premier trimestre, voilà, les 10 projets candidatés, les 3 retenus. Et nous avons donc diffusé là, le 12 juillet le 2e temps de l'amorçage de ce programme SMS numérique. Donc, vous l'avez peut-être vu, en tout cas, il est consultable sur le site de l'ARS. Donc, 2e temps d'amorçage pour cet appel à projet. Donc, là, avec des modalités un peu différentes.
Je me permets de souligner un peu le travail de fond qu'effectuent les 3 candidats qui ont été retenus sur cette première phase, puisque on peut le dire, hein, ils essuient les plâtres aussi sur ce programme, et on avance avec eux de manière quasi quotidienne pour pouvoir répondre à leurs questions, puisque candidater est une chose, valider en est une autre, mais mettre en œuvre est aussi une grande étape. Et d'ailleurs, vous le voyez peut-être sur ce Zoom, si on arrive à l'agrandir, tout cela se fait dans le temps. Donc, il est vrai qu'à partir du moment où on valide un projet au niveau de l'ARS, on le sait, il y aura à peu près 18 mois, voire 24, pour pouvoir arriver à l'issue de ce projet. Alors, je continue. Donc, du coup, je vous le disais, là, nous rentrons dans la deuxième phase d'amorçage. Donc, l'appel à projet, vous l'avez peut-être instruit pour certains d'entre vous, donc, est ouvert depuis le 12 juillet. Et là, on entre sur des modalités un peu différentes, notamment puisque nous sommes sur une instruction au fil de l'eau, et ce jusqu'au 15 octobre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, non, ça ne veut pas dire le premier qui candidate sera le premier servi, puisque, bien entendu, ce n'est pas notre idée. Donc, on fait attention aussi par rapport à l'enveloppe qui nous est attribuée et qui est forcément un peu plus conséquente que la première fois, puisque nous sommes plutôt sur du 4 millions d'euros. L'idée, c'est de pouvoir, on va dire, saucissonner aussi cette enveloppe pour pouvoir répondre à un maximum de projets. Alors, nous aurons 3 comités de sélection au cours de l'été. Nous en avons déjà eu un. Là, sur des projets, je ne vous le cache pas, qui avaient déjà été, qui avaient candidaté sur la première phase et qui ont forcément revu leur copie entre-temps et que nous accompagnons aussi avec le GCS. Hein, ça me permet de le repréciser dans ce cadre. Il faut savoir que l'idée de l'ARS, et en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour moi et en accord, bien entendu, avec mes responsables, c'est de rencontrer tous les éventuels candidats. Et ça, c'est en amont du dépôt de projet, comme Sylvaine, à travers le GCS, peut le faire dans l'accompagnement et la préparation du montage du dossier, mais elle en parlera plus tard. L'idée, c'est de pouvoir être là en amont et ensuite, une fois que le dossier est validé. Alors, donc du coup, je regarde. Donc, cette deuxième phase, je suis un petit peu distraite par la discussion, les questions-réponses, excusez-moi. Donc, la différence de cette première phase, c'est que dans la deuxième, nous avons de nouveaux critères. Donc, notamment, tous les établissements peuvent candidater, y compris ceux qui sont financés par les CD, ce qui n'était pas le cas sur la première fois. Donc, instruction au fil de l'eau, je vous en ai parlé. Donc tout ça en passant toujours par cette modalité d'achat du marché du RESA dont on parlera un petit peu plus tard. Plus de prestations financées, en effet. Vous avez peut-être entendu parler, mais il y a une slide qui est un peu plus loin, donc qui rentre un peu plus dans les détails par rapport aux prestations financées. Donc, on verra ça dans un deuxième temps. Et également un appel à projet national. Donc ça, je peux en toucher un mot, puisqu'on est toujours sur un programme régional, interrégional et également national. Donc, qui va pour le coup, excusez-moi, un projet national qui devrait voir le jour lundi prochain. Donc, c'est encore l'échange qu'on a pu avoir avec la DNS et la CNSA hier lors d'un groupe de travail. Cet appel à projet national qui sera géré et instruit par le national, ensuite avec un pilotage sur les régions en fonction en effet des projets. Là, pour le coup, je vous invite pour ceux qui sont concernés à consulter vos fédérations pour savoir si elles ont déjà prévu ou pas de se positionner sur cet appel à projet national. On sait qu'il va y avoir une 50aine de projets de déposés avec des modalités de financement qui sont forcément un peu différentes du programme régional, puisque là, on est plutôt sur des forfaits
par établissement. Enfin, voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur l'appel à projet national, mais c'est important d'en parler puisque certains d'entre vous, en souhaitant postuler sur le programme régional, pourraient aussi se rendre compte que finalement, l'appel à projet, qu'il serait plutôt à intégrer dans l'appel à projet national. Je vous en parlerai après. Qu'est-ce qui différencie les deux? À partir de quel moment on bascule dans l'appel à projet national? On va en parler dans une slide suivante. Donc, l'idée là de cette deuxième phase d'appel à projet, c'est nous en amont de vous apporter un maximum d'explications pour comment candidater, avec qui, et surtout, et ça sera, vous le verrez à la fin dans la dernière slide, hein, on vous transmettra nos coordonnées pour que vous puissiez aussi contacter le GCS ou l'ARS si vous souhaitez, si vous avez des questions complémentaires et si vous souhaitez également qu'on se rencontre, puisque bien entendu, c'est possible. Je pense que j'ai dit le principal. Je n'ai pas parlé des crédits de paiement, mais en effet, ils sont versés, comme c'était le cas pour la première phase. En fait, il y a un versement des premiers crédits, 40% des crédits qui vous sont alloués dans le mois qui suivent la signature de la convention avec l'ARS. Voilà. Ensuite, 40% à la fin du paramétrage dans tous les établissements médico-sociaux qui vont regrouper une grappe, un projet, et 20% à la vérification des critères d'usage. Pourriez-vous préciser les dates des 2 prochains comités de sélection? Alors, non. Je peux vous dire qu'il y en aura un en septembre. Très honnêtement, on n'a pas voulu caler de date puisqu'on n'a pas de visibilité. Moi, je regarde sur la plateforme Galis qui sert de lieu de dépôt du dossier. Je regarde quotidiennement et je sais qu'on est sur une période estivale. Forcément, travailler sur ce projet-là le 15 juillet pour faire un dépôt dans 3 semaines, ça risque d'être compliqué. Alors, je sais qu'il y en a certains qui travaillent déjà depuis le premier trimestre 2021 leur copie, mais on n'a pas calé de date précise. On sait qu'on en fait un en septembre, mais ça va être aussi à voir en fonction du flux de dossiers qui arrivent. Et dans tous les cas, le 3e aura lieu à la clôture du fil de l'eau le 15 octobre. Donc, ça veut dire que la deadline pour vous, c'est vraiment de pouvoir nous le déposer la première semaine d'octobre pour que je puisse avoir le temps de l'instruire, de le présenter, on le fait également toutes les deux avec Sylvaine. Son avis est important aussi puisqu'elle vous suit dans le dépôt des dossiers. Ensuite, de le passer en comité d'instruction et ici en interne. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, pour vous, la deadline, ce serait vraiment la première semaine d'octobre, hein, en sachant qu'il y aura un comité courant septembre, j'imagine, vers la mi-septembre. Et on jongle aussi un petit peu, puisque, je vous le disais tout à l'heure, il y a des comités interrégionaux qui, eux, vont avoir lieu, il me semble, chaque fin de mois. Et forcément, il faut aussi qu'on puisse jongler entre l'enveloppe dédiée aux projets régionaux, notre participation à l'interrégional. Donc, on essaye aussi de se caler dans ce calendrier. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Un point qui est important sur ce deuxième appel à projet, c'est l'ouverture à d'autres publics. On était uniquement sur public PA-PH sur le premier. Donc là, aujourd'hui, on ouvre à la protection de l'enfance, aux personnes en difficulté spécifiques, notamment on pense à la dicto et aux problématiques sociales. Donc tout ce qui est migrants, demandeurs d'asile, familles en difficulté. On a bien conscience que ça sera peut-être délicat dans le cadre de ce second appel à projet pour ces nouveaux champs de l'intégrer et d'y répondre assez rapidement. Alors, on le sait. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des choses qui vont peut-être émaner au niveau du national sur certains publics parmi ceux que je viens d'énoncer. En tout cas, on pense en effet à travailler avec eux peut-être davantage la maturité du projet, les réflexions qu'ils vont pouvoir avoir sur l'évaluation de leurs besoins, puisque là, on a certains publics qui sont vraiment à ce jour alors pas tous, mais pour certains sur une feuille blanche.
Donc, on doute un petit peu de la possibilité pour eux d'y répondre là en quelques semaines. En tout cas, il faut savoir qu'on est aussi dans cet échange avec ce secteur. Ouais, puis peut-être pour compléter, dire aussi qu'au niveau des éditeurs qui sont référencés au Mm, niveau du marché du RESA, dont on va parler tout à l'heure, hein, quand vous choisissez une solution de dossier usager informatisé, il faut qu'elle soit référencée dans le marché national. C'est vrai que c'est sur ces champs-là, protection de l'enfance, sociale et addictologie, cette sélection d'éditeurs, elle est pas complètement finalisée, on va dire. mm. C'est-à-dire que si dans les éditeurs qui sont déjà référencés, ces champs sont couverts, très bien, mais par contre, pour ceux qui sont peut-être un peu plus spécialisés, ils ne sont pas encore référencés au niveau du marché du raisin, mais ça viendra puisque le but Mm. de ce marché, c'est un marché évolutif où d'autres éditeurs peuvent rejoindre en fait la liste des éditeurs candidats. Mm. Très bien. Donc, justement, alors si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer la parole à Sylvaine. Là, ça va peut-être être redondant pour certains d'entre vous qui sont déjà à des étapes supérieures, mais pour nous, c'était important de redéfinir le DUI. Ouais, alors juste un rappel de la définition d'un dossier informatisé. Donc, c'est un outil qui va permettre en fait à vos établissements de recueillir et de centraliser toutes les informations, toutes les données qui concernent l'usager et qui sont partagées par l'ensemble des professionnels qui accompagnent cet usager. Et c'est un outil qui va permettre aussi aux établissements de bien définir et de bien évaluer en fait les prestations qui sont réalisées dans chacun de vos établissements. Alors, ce DUI, on le retrouve en termes de fonctionnalité et de périmètre fonctionnel autour de ce qu'on appelle la cartographie fonctionnelle qui a été produite par l'ANAP. On en parlera tout à l'heure, des supports qui sont mis à votre disposition par l'ANAP et vous retrouvez justement ce périmètre. Alors, juste pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si on voit bien, maintenant, je vais le mettre maintenant, mais on verra en fait tout ce qui touche en fonction des secteurs d'activité, tous les domaines en fait que doit couvrir le périmètre du dossier usager informatique. Alors, si on regarde un peu plus de façon macro le dossier usager informatisé, on va regarder la partie fonctionnelle et puis après, je vais laisser Géraldine vous présenter cette partie-là. Et puis moi, je reviendrai plutôt sur la partie technique et interopérable qui gravite autour du dossier usager informatisé. Donc, comme on ne cesse de le répéter, le DUI, c'est avant tout un outil qui va permettre de contribuer à la qualité de l'accompagnement de l'usager dans nos structures, enfin, dans vos structures, pardon. Pour ce faire, il est important déjà d'impliquer le premier acteur concerné qui est l'usager ou le représentant. Donc ça, on le sait, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. On pense DUI, on pense évaluation de nos besoins et impliquer tous les acteurs qui vont être concernés par cet outil. Et l'usager en fait partie. Alors, comment les impliquer? Il y a différentes manières, ne serait-ce que tout simplement par déjà commencer à leur transmettre les informations sur ce programme, sur ce qui va être fait à travers les CVS, notamment les conseils de la vie sociale. Voilà, ça peut être déjà une porte d'entrée. Donc, l'objectif, voilà, c'est aussi bien entendu un outil qui va permettre d'optimiser la coordination, de favoriser le partage, l'échange d'informations entre les professionnels internes et externes aussi à la structure, puisque c'est aussi un outil qui va servir indirectement je pense notamment aux professionnels libéraux qui interviennent dans les établissements, les médecins, les kinés, les infirmières, les ergos, etc. La liste est longue. Donc voilà, comme je vous disais, pour ça, c'est un point qui est important et on le redit sans cesse à tous les candidats qui s'apprêtent à postuler ou, ou qui ont aussi été validés. C'est vraiment d'identifier précisément les besoins. Alors, les besoins des usagers, ça, c'est important et cet outil, il est là aussi pour améliorer, comme c'est noté en bas à gauche de l'écran, le DUI pour la connaissance des besoins. Il améliore la connaissance des personnes accompagnées et leurs besoins. L'idée, faut pas, enfin, j'aime aussi le répéter, c'est un outil qui est là pour fluidifier les parcours. On en parle beaucoup. Éviter les ruptures de parcours, on en parle aussi beaucoup, mais forcément, si on a déjà si on n'a pas le bon outil et si on n'a pas d'outils, tout simplement, je pense à ces structures
sont encore sur le papier crayon et la boîte mail et le tableau Excel pour échanger avec les professionnels médicaux, paramédicaux, etc. Si déjà on n'a pas de bons outils, on sait on va avoir une efficience qui sera forcément moindre. Et on n'oublie pas que tout cela, on le fait pour, en effet, fluidifier ces parcours de vie de nos usagers qui passent parfois d'un établissement à un autre, et aussi pour gagner en qualité de travail pour les professionnels qui l'utilisent. Et là, j'ai une petite pensée pour les soignants, mais pas que. Donc, lorsqu'on évoque aussi la contribution au pilotage des politiques publiques, donc, M. Caro lève la main. Ah, la différence entre le DMP et le DUI. Alors, le DUI, c'est un outil qui est utilisé à l'intérieur des structures et qui peut effectivement faire un échange, un partage de données avec des acteurs, des professionnels extérieurs. Le DMP, c'est un outil qui concerne l'usager et qui va pouvoir être alimenté par les différents systèmes d'information qui existent, que ce soit dans le secteur sanitaire ou dans le secteur médico-social ou éventuellement dans le secteur social. C'est-à-dire que chaque système d'information des différentes structures va venir alimenter le DMP. Et finalement, le DMP, lui, c'est une petite entité en fait, qui se nourrit et qui peut être accédée des différents acteurs de santé et de l'usager. Ah oui, le DMP, car nous sommes prêts depuis des mois, mais les CH ne le sont pas. Alors effectivement, les centres hospitaliers, ils sont en cours de déploiement aussi des connecteurs DMP. Donc là, il y a le programme Open qui vient en soutien justement de ces établissements pour permettre en fait cette alimentation du DMP. Mais effectivement, ça se fait aussi progressivement, tout comme ce sera le cas aussi pour les dossiers usagers informatisés dans l'ensemble des structures. Donc voilà, il faut rester patient. L'objectif, effectivement, c'est que l'ensemble de ces systèmes puisse alimenter progressivement le DMP et que ce soit un vrai outil d'échange entre les différents acteurs, mais aussi parce que ça permet à l'usager d'avoir un outil centralisé avec toutes ces données de santé. Nous avons effectivement, M. Barbe, l'autorisation de tous les résidents pour ouvrir les DMP. Alors, si vos structures si vous avez fait le nécessaire auprès de vos résidents que les DMP sont ouverts, il reste effectivement, alors on va le voir tout à l'heure, mais à activer effectivement cette alimentation du DMP par votre dossier usager informatisé. Et après, c'est aussi un dialogue à avoir avec le sanitaire pour qu'il puisse y accéder, notamment pour pouvoir consulter les informations que vous avez pu, vous, alimenter au niveau du DMP. Mais c'est effectivement toute une organisation de secteur au niveau territorial à repenser et à organiser. En fait, moi, j'ai mis en place, comme Michel Barbet, le DMP dans la structure. On va dire que 90% ont le DMP au niveau des salariés. Et c'est là où j'ai du mal à me projeter sur la deuxième étape en lien avec le DUI. Alors, vous avez expliqué la différenciation, mais en fait, moi, vous disiez certains doivent être perdus. Moi, en fait, je suis perdu là. Je suis un peu perdu sur tout ce que ça va pouvoir apporter, alors pour le résident, pour moi, pour les autres structures. Et c'est vrai que quand vous avez fait le début de la présentation, je me suis dit, oh là, est-ce qu'il faut que je commence par un audit, parce qu'on vous avez parlé RGPD, enfin diverses choses. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je démarre par un audit de mon système d'information au sein de la structure, parce que bon, j'ai différentes choses, je suis informatisé, j'ai NetSoin, j'ai plusieurs outils, j'ai la télémédecine, tout ça, mais en fait, j'ai pas mal d'outils, mais en fait, dans tout ça, je suis un peu perdu. C'est ce qu'on peut faire ensemble. On peut travailler ensemble à évaluer justement votre niveau de maturité. Je pense qu'il oui, c'est un peu ça. Voilà, le niveau de maturité de la structure au niveau système d'information, j'ai du mal à m'évaluer, quoi. Ouais. En fait, c'est vrai que d'où l'intérêt de l'autodiagnostic. Peut-être plusieurs structures aussi, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'en effet, peut-être que vous n'avez pas besoin d'y aller. Peut-être qu'en effet, vous n'avez pas besoin de répondre à cet appel à projet parce que vous avez déjà votre logiciel qui fonctionne très bien, qui est conforme aussi à l'interopérabilité qu'on attend aussi. On va en parler aussi après de ces fameux services socles. Pardon. Donc, peut-être que vous n'avez pas lieu d'y aller. Mais tout l'intérêt d'en échanger après. Alors, on remarque vraiment qu'on est sur
on est sur chaque dossier est très spécifique. Dans ceux qu'on a accompagnés jusqu'à présent, on n'a pas de copier-coller d'un modèle Ah qui oui, est ouais, c'est exactement ça. identique à l'autre. Vous avez vous en êtes tous et toutes à des stades différents aussi, entre l'installation, la mise en conformité. Certains sont encore une fois très, très avancés. Donc, peut-être que vous êtes aussi, vous, entre les deux. Et Monsieur Barbe, peut-être, j'ai cru vous entendre, je pense que c'était vous tout de suite également. Oui, oui, toujours. C'est moi, effectivement. Alors, moi, je partage complètement ce qu'a dit mon collègue David, hein, David Caro. En plus, on se connaît bien. C'est vrai que bon, ma petite déception, c'était par rapport au DMP parce que j'ai besoin de le dire. Hein, c'est vrai que nous, on a été comme David, on a été pionnier, on a eu de l'argent de l'assurance maladie pour développer le DMP il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans, et puis c'est une coquille vide hein, parce que tous nos DMP sont ouverts et c'est tout, on est prêt et puis les hôpitaux n'en veulent pas. Donc ça, c'est un peu la grande déception. Mais moi, je le redis à chaque fois. Hein, j'ai encore dit hier à Monsieur Le Goff, le directeur de l'ADT, avec qui j'avais mon entretien annuel. Donc effectivement, nous on est de l'avant et moi ce que je voulais dire aussi, mais du coup c'est ce que vous allez faire après, c'est que je pense que moi je vois vraiment l'audit important parce qu'il est impensable de gaspiller de l'argent et de partir n'importe comment. Et moi je me dis, il va falloir que, mais ça va être ce que vous allez dire sans doute après, qu'on aille vers un audit de notre système d'information, vraiment qu'on fasse un point, un instant T, en se disant voilà, alors moi, contrairement à David, j'ai mon logiciel de soins qui est à remplacer parce qu'on est avec PSI, il est en fin de course et il est pas avec l'INS, tout ça, ça marche pas, donc voilà. Mais je pense que avant de se lancer dans quoi que ce soit, enfin moi je suis vraiment favorable à l'audit et à un audit poussé. Ouais, permettre de parler. Voilà. Vous nous entendez, Madame Picard? C'est bon, je me suis reconnectée. Je me suis déconnectée, reconnectée. Ah. Oui, je voulais juste apporter un peu la parole sanitaire pour répondre effectivement à mes collègues des EHPAD. Donc d'un territoire à un autre, c'est vrai que nous n'avons pas forcément le même niveau de déploiement au niveau du DMP. Et il y a des actions significatives à réaliser au sein de nos établissements, notamment par rapport à l'avancement des GHT. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'établissements, c'est dans le cadre du programme de déploiement de leur dossier patient informatisé de GHT que ces actions vont être mises en place. En ce qui nous concerne, à Lorient, je vous fais juste le retour d'expérience puisque nous, on a activé depuis déjà plus d'1 an et demi l'alimentation automatisée du DMP. Et force est de constater que ça ne fonctionne pas non plus, puisqu'en fait, on n'a pas de DMP à alimenter. C'est-à-dire qu'on a moins de 100 DMP qui sont alimentés chaque mois parce qu'il y a un problème au niveau de la création de ces DMP. Et donc, il y a un programme national qui est actuellement en cours et normalement, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, Sylvaine, vous pouvez me contredire si je me trompe, mais les DMP vont être créés automatiquement. Ouais. C'est vrai que là, on est dans une période depuis le 1er juillet où il n'y a plus de création de DMP parce que justement, on est dans une phase expérimentale, alors pas sur nos territoires, hein, mais qui fait qu'au niveau national, il n'y a plus de création de DMP. Il va falloir effectivement attendre ce 1er janvier là, pour que ce soit créé automatiquement et qu'ensuite les systèmes d'information viennent l'alimenter. Mmh. Donc la première étape est bien que chacun puisse avoir un dossier de l'usager un dossier de l'usager ou un DPI qui permette de créer des ressources numériques pour échanger et alimenter ces DMP. Par exemple, de notre côté, ce sont des comptes rendus. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, alimenter ce DMP dans le cadre d'usages aussi qui soit à construire. Et ça me semble important que dans le cadre du programme ESMS numérique sur notre région, on puisse aussi travailler sur ces usages d'échange et de partage au-delà de l'informatisation de chacun ou en parallèle de l'informatisation de chacun. C'est-à-dire sur un territoire, on a des acteurs qui implantent un DUI, eh bien on définit à l'échelle peut-être du territoire quelles sont les informations que on va partager et échanger pour améliorer les parcours. Ouais, alors je ne sais pas si ça doit être fait au niveau du territoire. Alors réfléchis sûrement au niveau du territoire, après voir de façon peut-être plus généraliste, puisque l'idée c'est que comme c'est les dossiers usagers informatisés qui vont venir alimenter le DMP, l'éditeur il n'est pas lié au territoire, lui il déploie son outil au niveau national, donc il faut que ce soit quelque chose de suffisamment interopérable, quel que soit où est implanté l'établissement en fait. C'est le prérequis.
effectivement. Mais après, à l'échelle du territoire, c'est un projet humain d'échange d'informations dans le cadre de la prise en charge de nos résidents ou de nos patients. Et donc, d'être en capacité de bien définir les attentes, par exemple, des acteurs, des différents acteurs du parcours, ça me semble important. Je prends un exemple. Dans le cadre des lettres de liaison qui sont générées par les établissements sanitaires, il se peut que le contenu de ces lettres de liaison ne soit pas exhaustif ou ne soit pas adapté complètement à ce qu'attendent les professionnels des EHPAD ou des établissements d'hébergement de personnes handicapées pour pouvoir bien prendre en charge la suite du parcours. Oui. Donc là, c'est une réflexion à mener effectivement à l'échelle de votre territoire pour essayer de déterminer quelles sont les informations que tout DUI, quelque part, doit être en capacité d'exporter, entre guillemets, pour que vous puissiez l'exploiter côté sanitaire. Également, oui. Et inversement. Et inversement. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on peut réfléchir aussi à l'échelle régionale parce que je ne pense pas qu'on ait… collectif tout à l'heure, je pense que ça fait partie des sujets qui sont abordés par le collectif. Oui, tout à fait. Bon, là, on va parler un peu d'interopérabilité et puis de situer un petit peu le DUI dans l'écosystème de santé. Donc là, vous retrouvez sur la partie droite la métaphore de la maison Ma Santé 2022. Vous connaissez peut-être déjà, mais voilà, juste pour repréciser que cet outil, quelque part, il doit s'inscrire dans cette maison-là. Avec l'image de la maison, c'est effectivement que la maison, elle doit respecter un certain nombre de règles et contraintes, comme on peut connaître au niveau le parallèle qui est fait souvent, c'est les règles de l'urbanisme quand on construit une maison. Donc, on a un certain nombre de référentiels socles, de respect de cadres d'interopérabilité, et puis tout ce qui tourne autour de la sécurité et de l'éthique dans lequel doivent s'inscrire en fait le déploiement du DUI. On a ensuite tout ce qui va permettre d'interagir avec les services socles, et notamment, on en a parlé, du DMP, mais aussi la messagerie sécurisée, qui est l'outil d'échange entre les professionnels habilités en fait, à accéder aux données de santé. Et puis, tout ce qui concerne les outils qui favorisent la coordination et la gestion de parcours, donc les outils e-parcours, on va voir tout à l'heure au niveau régional par quoi ça se concrétise. Et puis, l'utilisation et les données qui sont manipulées, elles concernent un certain nombre d'acteurs au niveau de la santé. Et donc, il faut qu'on puisse identifier ces acteurs, que ce soit les professionnels, au travers des annuaires qui sont à mettre à jour avec les professionnels de santé, mais aussi leurs moyens d'identification. Donc, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est carte professionnelle de santé, et puis le portail ProSanté Connect qui va permettre d'authentifier, de mettre en place un système d'authentification quand on a besoin d'accéder en fait, à un service numérique qui touche des données de santé. Et puis, on parle effectivement des données de l'usager. Donc, pour pouvoir bien identifier un usager, il y a maintenant un identifiant national de santé avec effectivement une démarche d'identito-vigilance à mettre en place dans vos établissements. On va en parler tout à l'heure. Mais ça fait partie aussi des éléments qui doivent permettre de sécuriser ces échanges autour des données de l'usager. Alors, si on fait un focus sur notre écosystème au niveau régional, j'ai représenté, c'est un schéma qui peut faire peur au premier abord, mais n'ayez pas peur. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et en fonction aussi des besoins de chacun de vos établissements, parce que tout n'est pas forcément à mettre en place en fonction des missions des professionnels. Donc, on retrouve tout ce qui tourne autour, ce que je vous disais, de l'usager, avec l'appel en fait de votre dossier usager au téléservice INSI qui va permettre de récupérer l'identifiant national de santé et les traits d'identité. On a l'identification et l'authentification de vos utilisateurs qui sont des professionnels de santé ou des professionnels qui ont besoin d'accéder aux données de santé et qui y sont habilités, donc au travers de la CPS, la ICPS et le portail ProSanté Connect. On va avoir des échanges aussi, alors plutôt sur le secteur PH, effectivement, mais avec l'outil Via Trajectoire qui vous permet de suivre les décisions MDPH et les notifications d'orientation et qui doit vous permettre aussi aux établissements de mettre à jour en fait le statut de prise en charge de l'accompagnement de la personne. Les outils d'échange avec les professionnels de santé, donc on a les messageries de sécurité
messagerie sécurité de santé qui existe en Bretagne, donc la MS Santé, celle qui est proposée par le GCS, e-Santé Bretagne, et puis effectivement les messageries APICrypt. On en parlait tout de suite du DMP. Effectivement, le DUI, lui, il va être fournisseur et producteur en fait, de documents qui vont pouvoir graviter, alimenter le dossier médical partagé. Et on peut aussi imaginer, et ça existe, hein, à partir du DUI, un professionnel de santé puisse aussi se connecter sur le DMP pour avoir accès à un certain nombre d'informations qui concernent l'usager. Sur le volet médical, alors même si ce n'est pas encore tout à fait abouti, finalisé, on a aussi la mise en place de la e-prescription, c'est-à-dire que le dossier usager doit permettre d'appeler ce téléservice e-prescription qui dématérialise et qui sécurise en fait la prescription de la partie prescription jusqu'à la transmission et la prise en charge, en fait, la prise en compte du médicament par l'usager. La partie coordination, effectivement, votre structure, elle ne fonctionne pas tout seul, elle peut avoir des liens au niveau du parcours de l'usager et elle peut avoir des liens avec des dispositifs de coordination. Et donc là, on doit pouvoir aussi garantir un certain nombre d'échanges d'informations, partage d'informations avec la plateforme e-parcours. Et en Bretagne, ça se concrétise par deux outils principaux. Mobility, qui est un outil qui est utilisé par les personnes qui interviennent au niveau du cercle de soins autour de l'usager. Et donc, on a des professionnels du secteur libéral, mais on peut aussi avoir des professionnels issus des différentes structures. Et puis, Goalen, qui est l'outil des dispositifs d'appui à la coordination, qui peuvent aussi partager de l'information avec vos dossiers usagers informatisés. Et puis, j'ai mis le répertoire opérationnel de ressources, qui est aussi un outil qui recense en fait toute l'offre de soins au niveau régional et sur lesquels le DUI pourrait s'appuyer. Alors, voilà, on n'a pas d'exemple concret, mais on peut avoir comme idée, par exemple, quand on construit un plan d'accompagnement, on va avoir besoin d'aller chercher un certain nombre de ressources, de professionnels. Et donc là, il peut y avoir un lien effectivement avec l'Europe pour enrichir et bien décrire l'offre d'accompagnement qu'on va proposer à l'usager. Donc voilà, ces services-là, cette interopérabilité, voilà, le schéma, c'est là où on doit, c'est la cible finale, mais c'est des choses qui vont se construire progressivement en fonction de vos besoins, mais aussi de la maturité de votre outil et de la façon, du planning de développement de l'éditeur de votre solution. Et c'est ça, quelque part, l'ambition aussi de cet appel à projet, de financer ces évolutions, ces interopérabilités. En effet. Alors, merci Sylvaine. Alors, avant de passer à l'étape suivante, parce que vous voyez, on a fait un gros focus sur le DUI, mais ça semblait nécessaire et important pour nous. Ce qu'on va voir là sur ce deuxième point, il y a des choses qu'on vous a déjà dit en premier lieu, donc on va essayer d'avancer assez vite. L'idée là, c'est de refaire un petit focus sur l'établissement. À partir du moment où on a décidé en effet de se lancer dans ce programme et de postuler, avec qui, comment et dans quel cas de figure je peux me situer et quels sont les financements qu'on va pouvoir aussi vous apporter. Donc voilà, donc je le disais tout à l'heure, hein, il y a eu en effet cette première phase sur le premier trimestre 2021 d'appel à projets retenus, dont 3 pour la région Bretagne, une participation à l'interrégional sur des organismes, alors petits OG, moyens OG, gros OG, on parle donc d'organismes gestionnaires. Alors, voilà, dans le jargon, on parle de porteur de projet. Le plus simple, c'est de rester sur porteur de projet, mais on peut être un organisme gestionnaire qui embarque plusieurs établissements de son association, on va dire. Et comme on peut être un regroupement de petites structures totalement indépendantes les unes des autres et qui vont décider de se regrouper pour arriver dans cet idéal de 15 établissements pour pouvoir candidater. Donc, on parle de conditions de regroupement. On vous disait tout à l'heure, la mutualisation dans ce projet, elle est importante. Alors, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour beaucoup d'établissements. Alors,
dans le PA, peut-être moins et encore, mais je sais que dans le public PH, les établissements n'ont pas forcément pour habitude, dans certains secteurs en tout cas, de travailler ensemble. Et là, on leur demande en effet de se regrouper et on voit des projets très riches qui sont arrivés sur le premier temps et qui viennent tout juste d'arriver et qui se préparent. Et moi, je trouve personnellement que c'est vraiment un vrai défi pour eux et on est vraiment ravis de voir qu'il y a ces regroupements qui s'effectuent d'établissements autour de ce projet. Donc, on parle d'idéalement 15 structures pour postuler à l'appel à projet. Alors, idéalement, on va beaucoup jouer sur ce mot puisqu'on a déjà eu la question. Et alors, si nous sommes 13 établissements, est-ce qu'on peut tout de même postuler? Donc, la réponse est oui, en sachant que nous, derrière, on vous parle des conditions de regroupement et de l'idéal, bien entendu, puisque pour nous, l'idéal, c'est de vous pousser aussi à travailler, à mutualiser pour vous regrouper jusque dans la limite de 49 établissements par projet. Pourquoi 49? Puisque au-delà, on bascule sur le projet national dont je vous parlais en premier lieu. Donc, pour reprendre les conditions de regroupement, donc on est sur un idéal de 15 établissements jusqu'à 49. Donc, on est sur modalité petit ou moyen OG, avec deux possibilités. Soit vous n'êtes pas encore équipé d'un DUI et vous souhaitez en faire l'acquisition, soit vous êtes équipé d'un DUI, mais vous souhaitez le mettre en conformité. Je crois qu'il y a un message. Non, c'est bon. Ah non, j'ai cru, pardonnez-moi. Donc, il y a deux cas de figure. L'établissement qui est équipé et l'établissement qui ne l'est pas. Donc, on peut en effet financer une partie, en tout cas, de l'acquisition ou de la mise en conformité du DUI et de toutes les prestations qui sont associées, notamment l'équipement et l'infrastructure. Et ce qu'il y a de nouveau dans ce deuxième temps de l'appel à projet qu'il n'y avait pas sur le premier temps, c'est qu'il y a aussi un financement AMOA, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, pour les projets. On va dire là, ça concerne les CRAP de petites structures. On le voit ensuite dans la troisième colonne, nous avons justement les fameux forfaits dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont proposés. Alors, juste une petite parenthèse sur ces histoires de forfaits. On le sait, on l'a entendu dans certaines régions, non pas en Bretagne, mais on l'a entendu. Alors, certains ont tout simplement pris leur calculatrice, ont fait leur petit calcul en se disant, bon, ben, alors voilà, nous, on est 22 établissements, petite grappe. On est sur de l'acquisition, donc c'est simple, on fait le calcul, 25 000 fois 22 établissements, etc. On a besoin d'AMOA, le forfait AMOA est de 100 000 euros. Voilà, ils ont fait leur petit calcul et ils ont déposé leur projet en se disant, bon ben voilà ce qu'on demande. Alors non, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, on a quand même des critères, il y a des critères d'éligibilité qui sont d'ailleurs disponibles puisqu'ils sont notés sur l'appel à projet. Alors nous, après, en interne, on a quand même des critères de priorisation pour sélectionner et valider les dossiers. Au-delà de la maturité du dossier, bien entendu, c'est-à-dire quand on parle de maturité, c'est vraiment est-ce qu'il y a un schéma directeur sur les 2 ou 3 prochaines années à venir qui est clairement identifié? Est-ce que les ressources en interne sont aussi clairement identifiées? On va aussi demander de justifier le matériel. C'est-à-dire que lorsque je prends l'exemple du forfait équipement pour les ESMS, donc là, en équipement, on parle de tablettes, PC, Wi-Fi. Il faut derrière que le porteur de projet le justifie. On le sait, il y a des établissements qui nous disent nous, on est déjà équipés, on a déjà des tablettes, on a déjà du Wi-Fi, donc sur certains de nos établissements, on n'aura pas besoin de ce forfait. Eh bien, merci, en effet. C'est ce qu'on appelle de la transparence et nous, on va aussi demander de toute manière cette transparence et demander de justifier. Voilà pour ce que je voulais dire un peu sur les forfaits. Si on fait le calcul, vous pourrez vite vous rendre compte que ça va très vite, que l'enveloppe est de 4 millions d'euros
Donc, on peut très vite arriver aux 4 millions en ayant financé une petite dizaine de projets. Et encore. Voilà. Et donc, pour l'appel à projet national, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur des gros organismes gestionnaires à partir de 50 structures gérées par le national avec un pilotage ensuite par la région qui serait idéalement concernée. Donc là, on est vraiment uniquement sur des établissements qui sont déjà équipés d'un DUI et qui souhaitent une mise en conformité avec du coup un forfait, donc je vous le disais tout à l'heure, qui est un peu différent parce que là, on est sur un forfait qui est généralisé à 5 000 € par structure. Alors, dans la limite des 500 premiers établissements, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qui nous a été dit là. Au-delà de 500 établissements, alors on sera sur des études au cas par cas, toujours au niveau du national. Hein, donc là, dans ce déploiement, l'enjeu, c'est la mise en conformité avec les serviceurs. Messagerie sécurisée, DMP, prescription ou plateforme régionale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette diapo? Sinon, on continue. Oui, vous nous confirmez que alors ces échanges qu'on a pu avoir avec la CNSA et l'ANAP lors du webinaire national, mais vous confirmez en fait aujourd'hui qu'il est possible effectivement de postuler si on est moins de 15 mais proche, on va dire si on est 12-13 établissements, c'est un dossier qui est recevable et qui ne sera pas retoqué. Oui. Ok. Et la deuxième question, c'est dans le premier appel à projet, il n'était pas possible de mixer les solutions, avoir des équipements d'un côté et de la mise à niveau de l'autre. Dans cette nouvelle version, il est maintenant possible de mixer différents types de déploiements. Alors, non. Alors, en fait, ça dépend ce qu'on appelle mixé. C'est-à-dire que ce qui est autorisé, et ça l'était déjà d'ailleurs sur le premier temps, c'était par exemple si je prends une grappe de 15 établissements, si parmi ces 15 établissements, 12 étaient déjà équipés de la même solution, elles pouvaient faire bénéficier à 3 autres établissements qui ne sont pas équipés de cette même version de solution dans le cadre du déploiement et de la mise en conformité. Donc, c'est ça qu'on appelle le projet mixte. Oui, tout à fait. Voilà. C'est toujours le même logiciel, on est d'accord. Hein. Voilà. Il faut que ce soit proportionné. C'est-à-dire que le nombre d'établissements à équiper doit être vraiment… voilà. On nous a précisé d'ailleurs, la CNSA a bien insisté là-dessus, pas plus de 30% d'établissements sur la grappe. D'accord. Parce qu'en effet, on a eu… alors, vous avez raison de souligner le fait que ce qui a pu être dit là, lors du webinaire national et aujourd'hui, il y a des choses aussi qui bougent ou qui se précisent, on va dire. Qui ne bougent pas, mais qui se précisent, et notamment les 30%. C'est important de le souligner, et Sylvaine fait bien de vous le dire aujourd'hui, puisque ça a été redit à toutes les régions, pas plus tard que lundi, qu'il fallait vraiment veiller à respecter ce ratio entre les établissements qui seraient sur de l'acquisition d'une formule d'un logiciel qui serait déjà déployé dans les autres établissements de la grappe. Il faut préserver cet équilibre parce ça peut être retoqué au niveau juridique en fait, si on dépasse ces 30%. Donc, ça ne passerait pas. Oui, parce qu'effectivement, dans ce cadre-là, on n'est pas obligé de faire un marché public. Oui. Oui. Si vous êtes sur de déploiement, oui, mais en fait, oui, vous vouliez parler de la mise en concurrence. Oui, pardon, la mise en concurrence. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On peut peut-être en parler là maintenant. Je vous disais tout à l'heure, la procédure RESA, elle est assez complexe. Juste avant d'y venir, une petite précision sur l'appel à projet national. Il devrait normalement être diffusé lundi prochain. C'est ce que nous a confirmé la CNSA hier pour ceux qui seraient éventuellement concernés, donc lundi prochain. En effet, lorsque vous êtes sur de l'acquisition ou de la mise en conformité, vous n'êtes pas sur la même procédure. Et si vous êtes sur de la mise en conformité comme sur de l'acquisition, vous allez devoir passer par le marché RESA. Voilà ce qui est indiqué dans les textes pour déposer votre dossier pour que votre éditeur, donc là je parle de la mise en conformité avec qui vous travaillez déjà, vienne contractualiser avec vous et valider le fait qu'il respecte bien le cahier des charges, etc. Si vous êtes sur de l'acquisition, la procédure sera un peu plus longue puisque là, on sera sur une mise en concurrence, marché public,
mise en concurrence, avec du coup peut-être vous, un éditeur que vous avez déjà en ligne de mire, mais une obligation d'auditer tous les éditeurs qui seront intéressés pour éventuellement répondre à votre dossier. Donc ça, c'est une démarche qui est forcément un peu plus longue. Et la démarche d'acquisition, de publication de dossiers sur le RESA est obligatoire dans le cadre de l'acquisition. Dans le cadre de la mise en conformité, les choses sont un peu revues là, par rapport aussi à ce qu'on a pu constater au niveau du RESA, puisque là, il y a un effet un peu d'étranglement au niveau du RESA sur toute l'instruction des dossiers. Et il a été demandé aux ARS et aux grades, donc le GCS pour la Bretagne, de trouver des solutions en interne pour pouvoir éventuellement permettre aux porteurs de projets qui sont sur de la mise en conformité uniquement, hein, je ne parle pas de ceux qui sont sur de l'acquisition, donc mise en conformité ou mise en conformité et acquisition, le fameux mixte des 30-70%, là, de publier leur dossier via les ARS ou les grades. Et là, ce n'est pas si simple. On parle de marché public, on parle de compétences qui sont quand même très spécifiques que tout le monde n'a pas forcément, moi la première, mais nous avons de la chance en Bretagne. Nous avons Sylvaine. Ouais, on va en parler tout à l'heure hein, de cette fameuse phase de passation des marchés, mais c'est vrai que c'est une contrainte qui est imposée. À partir du moment où vous répondez à l'appel à projet, vous vous pliez entre guillemets au cadre technique qui vous impose de passer par le RESA pour contractualiser avec votre éditeur. Oui, c'est une obligation. Il y a une question de Michel Barbe. Alors, en sachant que, oui, Monsieur Barbe, je vais vous laisser la main juste après, en sachant que là, le national aussi, enfin, comme je vous le disais, on a beaucoup d'échanges avec eux et on a la chance quand même qu'il y ait beaucoup d'interactions et ils font en sorte aussi d'essayer de simplifier la procédure au niveau du RESA puisqu'ils se rendent compte que c'est assez fastidieux pour certains. Tout le monde n'a encore une fois pas l'habitude des marchés publics. Je vous laisse la parole, Monsieur Barbe. Oui, merci. En fait, moi, j'ai juste une question pour être sûr que j'ai bien compris. Si dans le cadre d'un GCSMS, si je prends un exemple, un GCSMS qui a 15 établissements, faisons simple, il y en a 10 qui ont NetSoin et 3 ou 4 qui ont PSI. Dans le projet mix, on peut inclure le remplacement du matériel à hauteur de 30% pour les établissements qui n'auraient pas NetSoin, c'est ça? Est-ce que je suis clair dans ma question? Alors, c'est-à-dire que les établissements qui ont NetSoin, eux, ils vont se mettre en conformité pour que, voilà. Oui, voilà, c'est ça, oui. Effectivement, ceux qui ont PSI peuvent déployer le même NetSoin que leurs petits copains d'à côté, avec la même version. Et donc, ça, ce sera financé effectivement par l'appel à projet. Mais on est sur le déploiement de l'outil. Sur la partie matérielle, c'est différent, en fait. Le forfait matériel, il peut être donné que ce soit sur un projet d'acquisition ou sur un projet de mise en conformité et il concerne de toute façon que les petits organismes gestionnaires. Donc, quand on parle de matériel, c'est vraiment le matériel physique. Hein. Tablette, PC, Wi-Fi. Ouais, ok. Hein. Après, c'est pour ça qu'on apprécie aussi de travailler avec vous sur chaque projet. Parce qu'ils sont très différents, parce qu'il y a des spécificités dans chaque établissement. Et quand on parle équipement matériel et de 20 000 €, on est sur une enveloppe qui est très ronde, avec une réalité sur le terrain qui sera peut-être un peu différente. Donc, tout ça, c'est des échanges qu'on a eus aussi et des questions qui nous ont été posées, notamment par rapport aux porteurs précédents. Oui, mais au sein du dépôt du projet, enfin, je suis vraiment désolé d'insister. Non, je vous en prie. Au sein du dépôt du projet, on peut penser, enfin bien sûr avec vous, mais monter un projet qui inclut ou pas le matériel du coup? Qui inclut la demande de financement pour du matériel, oui. Dans la grappe des 15, si vous voulez, si vous en avez... Oui. Je reprends... Pardon. Si vous avez 15 établissements en respectant le ratio de 70% qui sont sur du déploiement, 30% sur de l'acquisition et que vous enveloppez tout le monde dans ce même projet avec de la mise en conformité, etc. Si vous avez une demande, une nécessité d'avoir de l'équipement matériel pour une partie ou l'ensemble de ces établissements dans la mesure où on est sur une grappe
D'accord. petite structure, ça sera possible. D'accord, moi j'avais bien compris. Merci Voilà. beaucoup. Après, nous, ce qu'on vous demandera juste, c'est de le justifier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous arrivez avec 15 établissements que vous aurez 15 forfaits équipements. Non, mais tout à fait. OK. Voilà. Merci. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, on avance. Du coup, sur un point qu'on évoquait tout à l'heure, je vais laisser la parole à Sylvaine, notamment concernant l'auto-évaluation. Juste pour précision, vous voyez, on vous a parlé de la NAP, on en reparlera à la fin. Marie Collin, qui est notre référente au niveau de la NAP, que vous connaissez pour certains, ne pouvait pas être présente avec nous ce matin sur le webinaire, mais en tout cas, ils ont aussi... on vous transmettra leurs coordonnées à la fin de ce webinaire. Ouais, alors la première étape, effectivement, quand on veut se lancer dans ce type de projet, c'est effectivement de s'auto-évaluer, on en a parlé tout à l'heure, et c'est d'évaluer chacune des briques qui vont être utilisées pour construire le projet. Donc déjà, effectivement, évaluer la maturité numérique de son établissement pour établir cette feuille de route, là, pour essayer de voir voilà, où en est ma structure, qu'est-ce que je vais avoir à développer dans les mois et les années à venir. Et puis, voilà, me donner des points d'étape et un plan d'action qui vont me permettre d'atteindre en fait cet objectif cible. On va pouvoir aussi, dans cette évaluation, évaluer les risques qui sont associés au projet. Donc, est-ce que j'ai les financements? Est-ce que j'ai l'infrastructure? Est-ce que j'ai les ressources qui vont me permettre de déployer correctement mon projet? Et puis, parce qu'on est dans un projet mutualisé, c'est-à-dire que vous ne candidatez pas seul, mais avec d'autres établissements, c'est aussi évaluer cette organisation-là pour être sûr que le projet il soit mené voilà, d'une façon mutualisée, qu'il n'y en ait pas un qui soit à la traîne par rapport aux autres, que chacun avance en fait à peu près au même rythme. Et puis évaluer la partie, ce qu'on mettait calendaire, c'est aussi évaluer ce qu'il y a à mettre en place alors sur la partie formation, enfin, l'implication de vos utilisateurs. Est-ce que vos utilisateurs ont cette maturité pour pouvoir prendre en main ce nouvel outil informatique? Est-ce qu'ils ont ces usages-là? Est-ce que ça va être facile pour eux? Ou est-ce qu'il faut envisager une formation préalable qui va faciliter en fait l'appropriation du DUI? Il y a tout le volet communication qui serait aussi à bien évaluer, c'est-à-dire voilà, tester un petit peu comment ce serait appréhendé par vos professionnels, puisqu'il ne faut pas que cet outil soit rejeté, donc c'est bien communiquer autour de ce projet. Et puis, alors on a mis évaluer les besoins, donc ça on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, c'est tout le volet, le périmètre fonctionnel que doit couvrir le DUI, et il est différent effectivement d'un établissement à l'autre. Et puis, un élément qui est très important, c'est que votre DUI, il est interopérable, c'est-à-dire qu'il est fait aussi pour partager et échanger de l'information. Et donc, c'est d'identifier les partenaires avec lesquels vous avez des habitudes d'échange ou des nouveaux partenaires éventuellement, et de les informer en amont, hein, d'anticiper cette phase de communication sur le fait que vous allez déployer un nouvel outil ou des nouveaux usages, en tout cas de cet outil, qui vont favoriser ce partage d'informations. Donc ça, tout ça, c'est à évaluer au départ pour bien définir notre feuille de route et puis pouvoir candidater à plusieurs, puisque c'est quand même le but de l'appel à projet. Alors, si on passe à la suite, donc concrètement, avec qui postuler? Est-ce que mon établissement est concerné? Donc, on en a parlé tout à l'heure. La première chose à faire, c'est est-ce que j'ai un dossier usager informatisé dans ma structure? Ou est-ce que j'en ai pas? Donc, si j'en ai un, la première chose à faire, c'est peut-être de voir avec votre éditeur, est-ce que votre logiciel, il est conforme en fait au cahier des charges nationales? C'est-à-dire que est-ce qu'il va garantir cette interopérabilité, cet échange avec les services socles et les référentiels? Donc, ça, c'est une première chose à faire. Donc, soit vous contactez votre éditeur, soit vous vous rapprochez de nous, hein, que ce soit Géraldine ou moi, parce qu'on va être en capacité de vous dire si votre éditeur, au moins, il est référencé au niveau du RESA. Et donc, ça veut dire qu'il s'est inscrit dans une feuille de route qui garantit que sa solution elle sera interopérable. Et puis, avant de candidater, comme vous ne pouvez pas candidater seul, sauf à être un gros organisme gestionnaire avec plus de 15 structures, mais autrement, c'est effectivement d'identifier les partenaires avec qui vous êtes susceptible de candidater. Et ces partenaires, ils doivent quand même respecter un certain nombre de critères, c'est-à-dire d'avoir la même solution que vous. Donc, on parlait de NetSoin tout à l'heure, ça veut dire que vous candidatez avec des structures qui sont déjà équipées de NetSoin. Ou alors, vous allez chercher des partenaires qui ne sont pas équipés et qui veulent aller vers NetSoin, mais toujours avec cette proportion des 30% au niveau d'une grappe qui ne doit pas être dépassée.
Et chose importante, la solution, elle doit utiliser aussi, elle doit s'appuyer sur le même mode d'hébergement. Donc, ce qu'on appelle le mode d'hébergement, c'est soit votre solution, elle est installée sur votre infrastructure en interne, et c'est le cas pour l'ensemble des structures, soit votre solution, elle est sur un serveur externalisé, et c'est valable pour l'ensemble des structures de la grappe, soit vous prenez votre solution, elle est en mode SaaS, donc je sais que NetSwan, c'est souvent le cas, et donc là, toutes les structures sont bien en mode SaaS, en formule abonnement. Et dans ces cas-là, à partir du moment où vous avez identifié ces partenaires qui partagent en fait cette même solution, ce même mode d'hébergement, vous pouvez envisager de candidater à l'appel à projet. Deuxième cas de figure, votre établissement n'a pas de dossier usager informatisé. Ben, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres partenaires qui sont dans la même configuration que vous et qui ont des objectifs communs d'utilisation de ce DUI. Et donc là, vous vous lancez dans une réponse à l'appel à projet avec un projet d'acquisition. Et donc là, il y aura une mise en concurrence, effectivement, comme le disait Géraldine tout à l'heure, avec l'ensemble des éditeurs référencés au niveau du RESA sur le type de solution que vous allez cibler et qui vont répondre effectivement à votre consultation. Donc, on l'a indiqué, une logique de mutualisation qui est très importante. On est vraiment dans un projet où on n'est pas tout seul, on travaille avec d'autres établissements. Alors, comment se préparer? On l'a vu, identifier les établissements avec lesquels vous allez souhaiter candidater et identifier qui parmi ceux-là va être référencé comme porteur de projet. Donc, le porteur de projet, c'est lui, quelque part, qui est l'interlocuteur privilégié de l'éditeur, mais aussi l'interlocuteur privilégié de l'ARS dans le cadre du dossier. Voilà. Et puis et du financement. Et c'est lui qui reçoit les financements et qui s'occupe après de les redistribuer. Et c'est aussi l'interlocuteur quelque part des autres établissements de la grappe. Donc ça, c'est une première chose à faire. On a parlé, identifier les partenaires avec lesquels vous allez travailler une fois que votre solution va être déployée, c'est de bien mettre en œuvre en fait tous ces services socles et ces outils qui vont vous permettre d'échanger pour qu'on garantisse l'usage de la messagerie sécurisée, de l'alimentation du DMP. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, dans les modalités de financement, il y a 20% du financement qui est débloqué par l'ARS sur atteinte des critères d'usage. Et donc, les critères d'usage, c'est quoi? C'est par exemple, est-ce que j'actualise mes dossiers régulièrement? Est-ce que j'utilise la messagerie sécurisée? Est-ce que j'ai un lien entre mon DUI et la messagerie sécurisée? Est-ce que j'ai un lien avec mon DUI et le DMP? Est-ce que j'utilise la e-prescription? Donc ça, c'est vous qui choisissez les services SOC sur lesquels vous voulez être évalué, entre guillemets, en termes de critères d'usage. Et c'est sur atteinte de ces critères d'usage qu'on pourra débloquer les 20%. Donc ça, c'est important aussi de bien identifier les partenaires parce que ça va forcément avoir un impact sur les services socles que vous allez utiliser. Et puis, pour se préparer, il faut, comme vous candidatez à plusieurs, c'est définir c'est quoi votre stratégie commune au sein de la grappe. Et puis, l'écrire parce que ça fera partie aussi des éléments que vous allez présenter à l'ARS quand vous allez candidater et présenter votre projet. Définir le périmètre, bon, ça on a déjà parlé, c'est vous appuyer sur la cartographie de la NAT pour essayer d'identifier quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin au sein de vos différentes structures. Préciser aussi quelles sont les interfaces qui sera à prévoir entre votre dossier usager informatisé et d'autres outils que vous pouvez avoir en interne ou en externe. Alors, je pense par exemple à des outils, je sais pas moi, de facturation, des outils de paye, des outils de planning. Donc ça, c'est des choses que les éditeurs peuvent implémenter sur un dossier usager informatisé, mais sous réserve effectivement que vous en ayez exprimé le besoin dans votre cahier des charges propre à votre projet, entre guillemets. Et puis, élément important, notamment si vous changez d'outil, c'est de préciser s'il y aura besoin d'une reprise de données pour éviter d'avoir à tout ressaisir dans le nouvel outil. Donc ça, c'est la partie périmètre du dossier usager. Pour pouvoir mettre en œuvre et déployer un projet tel que celui-là, il faut s'appuyer sur une équipe projet. Donc, c'est bien identifier qui sont les acteurs qui vont faire partie de cette équipe projet. Et puis, définir la gouvernance, que ce soit stratégique et opérationnel, mais de bien identifier qui va prendre les décisions, qui va arbitrer. Donc, en gros, comment se compose le comité de pilotage. Et puis, vous avez aussi l'équipe projet, comité opérationnel, qui est vraiment là plutôt dans la mise en œuvre de l'outil et le lien aussi qu'il peut y avoir avec l'éditeur. Identifier les ressources disponibles. Alors, on a parlé de la partie pilotage, la partie gestion de projet, mais aussi les professionnels.
vous allez impliquer forcément vos utilisateurs, vos professionnels dans la mise en œuvre de ce projet. Et donc, c'est important de bien les identifier, de bien communiquer auprès d'eux dès le départ et au fur et à mesure en fait, de votre projet. Et puis, définir les missions d'AMOA. Alors, on a parlé tout à l'heure du forfait AMOA qui peut être donné aux GRAP de petites structures. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas besoin en fait, pour les projets sur des organismes un peu plus importants. Il y a besoin en fait, d'une chefferie de projet qui va permettre de piloter, de coordonner en fait, tout le déploiement de ce projet-là. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas financé qu'il ne faut pas quand même identifier des ressources qui vont venir réaliser ces missions-là. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je pense que c'est un des éléments clés aussi dans le choix de l'ARS, de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va porter et coordonner en fait, tout ce projet-là. Il y a préparer le plan de financement. Donc là, c'est effectivement d'avoir une évaluation du coût de mise en œuvre de la solution. Donc, tout dépend, si vous êtes sur un projet de mise en conformité, l'éditeur peut déjà vous faire un devis de ce que ça va pouvoir coûter. Si c'est sur un projet d'acquisition, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être identifier 2 ou 3 éditeurs de solutions qui pourraient vous faire un premier chiffrage pour avoir une idée globale du coût de mise en œuvre d'une solution. À cela va s'ajouter effectivement les coûts d'AMOA, si vous prenez une prestation externalisée ou d'une ressource que vous pouvez recruter en interne, parce que le forfait, notamment pour les petites structures, il peut aussi financer une ressource en interne. Les coûts d'équipement matériel et puis mettre en face les financements possibles. Donc, les financements possibles, ça va être soit les forfaits, soit de l'autofinancement, et les ressources propres des établissements, mais voilà, ça va permettre de construire ce plan de financement là qui est de toute façon demandé dans le dossier de candidature. Et puis, il faut préparer sa réponse déjà en créant un compte sur l'outil Galis, là, donc la plateforme Paye numérique. Ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les informations qui vous sont demandées et d'anticiper en fait toutes les données qui seront à saisir pour éviter de le faire le dernier jour et d'être un petit peu stressé pour boucler votre dossier. Donc ça, c'est les différentes étapes en fait, qui vous sont proposées. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, le forfait AMOA, il est de 100 000 € pour, encore une fois, il concerne les GRAP de petites structures. 100 000 € et il y a également un forfait de 15 000 € pour de l'accompagnement AMOA pour la conduite, enfin vraiment la constitution du dossier et la passation du marché. Où peut-on trouver les pièces justificatives à fournir dans le cadre du projet? Alors, sur le guide du déposant, en fait, qui est en gros le support utilisateur pour la plateforme numérique, vous allez retrouver logiquement l'ensemble des pièces qui vous sont demandées dans le cadre de l'appel à projet. Pour déposer le dossier, oui. Donc, vous devez avoir le lien hypertexte sur l'appel à projet. Qui peut vous accompagner? Donc, je pense qu'on vous l'a répété à plusieurs reprises pendant cette présentation. Donc, l'ARS, le GCS, l'ANAP. Je vais vous parler, je vais passer rapidement les diapos qui présentent un peu nos missions et nos rôles dans tout cela et vous parler du collectif. Et ensuite, si vous avez quelques questions, on pourra y répondre avant de terminer. En sachant, pour vous donner un exemple très concret, donc là, je vous montre la diapo par rapport au rôle de l'ARS. L'idée, c'est vraiment de venir à votre rencontre. C'est de vous accompagner en amont du dépôt du dossier. Et c'est vrai que moi, j'apprécie personnellement tous les échanges et tous les déplacements que je peux faire sur le territoire pour rencontrer les structures, écouter vos interrogations. Je travaille avec Sylvaine, avec donc le GCS, on échange quotidiennement, je dirais même. C'est vrai que l'ARS est là pour vous transmettre l'appel à projet, vous accompagner sur cette instruction. Si vous avez des questions, on a une boîte mail, on va vous la retransmettre à la fin pour nous interpeller et il ne faut pas hésiter. Comme c'est noté, assurer la cohérence du projet
en amont de la candidature. On n'a pas envie de recevoir des projets qui ont été déposés un peu en solo, sans avoir interpellé l'ARS ou le GCS. Et pour le coup, nous, voir qu'un travail a été fait, mais qui ne correspond pas du tout aux critères mentionnés. Donc, je continue. Je ne sais plus ce que je disais, mais bon, c'est pas grave. On est là aussi, en effet, sur cette phase de marché spécifique. On a des groupes de travail toutes les semaines avec la CNSA. On va en avoir un à la rentrée avec le RESA aussi par rapport à la procédure de marché qui, normalement, devrait être simplifiée. Je m'excuse. C'est vrai qu'il y a un kit de passation avec un certain nombre de documents. Donc, le GCS est là pour vous accompagner pour l'instruction de tous ces documents, mais il est assez dense. Et en premier lieu, quand on reçoit tous les documents, c'est vrai que ça peut faire peur. Donc, encore une fois, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude des marchés publics. Donc, voilà, comme c'est noté, participation en réunion de travail et comité de pilotage. Donc, l'objectif de l'ARS, ce n'est pas de venir contrôler tout ce que vous faites en amont, ni même après. Alors, bien entendu, on doit s'assurer que le projet se déroule correctement et respecte le calendrier comme c'est noté ou comme ça sera noté dans le calendrier prévisionnel. Alors après, on a bien en tête qu'il peut y avoir des impondérables ou des retards qui s'expliquent. Alors, on a forcément, nous, ce devoir de veiller à ce que tout suive son cours, on va dire. Mais l'idée, pour moi, c'est de me déplacer et de venir vous rencontrer aussi lorsqu'il y a un nœud. Peut-être parce qu'on arrive là à une étape où le déploiement dans tous les établissements, ça bloque sur certains établissements. On ne va pas respecter notre engagement pour X ou Y raison. Il va y avoir un souci qu'il va falloir résoudre. Et moi, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours et d'être là à vos côtés pour pouvoir vous accompagner. Et donc, c'est pour ça que je parle derrière de la phase de déploiement, du suivi et accompagnement face aux problématiques rencontrées, accompagné dans le respect du calendrier prévisionnel. Donc, voilà, je vous l'ai dit. Donc, ça, c'est notre rôle. Ce n'est pas uniquement de diffuser l'appel à projet et de vous attribuer les crédits. Voilà. Monsieur Caro, je vous en prie. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, alors j'essaie de comprendre encore une fois deux, trois petites choses. On est plusieurs, admettons, établissements médico-sociaux, il y a un porteur parmi nous. Le projet passe. Qu'est-ce que ça change en fait dans notre quotidien? C'est là où je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'être avec un établissement sanitaire qui est porteur du projet et nous sommes une dizaine d'établissements médico-sociaux et du coup ça aboutit et très bien pour le parcours du résident. Mais si on est 20 établissements médico-sociaux entre nous, qu'est-ce que ça a changé pour la suite en fait pour le résident? Alors, ce qu'il faut peut-être voir justement dans l'état d'esprit de l'appel à projet, c'est effectivement la mutualisation. Alors, l'idée du dossier informatisé, c'est effectivement de rendre service, d'enrichir l'accompagnement de l'usager, mais c'est aussi la mutualisation des bonnes pratiques, la mutualisation des moyens, des ressources entre établissements. Alors, si vous prenez l'exemple effectivement des EHPAD, on pourrait très bien envisager que vous êtes un ensemble d'EHPAD qui utilisent la même solution et effectivement embarquer peut-être l'établissement hospitalier du coin dans votre réflexion parce que c'est un de vos partenaires et c'est vrai que ça peut être intéressant pour un établissement hospitalier de savoir que quand il travaille avec les EHPAD du coin, la grande majorité en aide-soins, par exemple, je prends aide-soins comme un autre, et que derrière, ça facilite quelque part parce qu'au niveau interopérabilité, ça va garantir quelque part une cohésion en termes d'usage des systèmes d'information parce que vous avez la même solution. Les utilisateurs, ils ont la même façon d'appréhender les fonctionnalités du DUI et c'est là où finalement ça a aussi un intérêt dans cet appel à projet. Je vois plus moi un établissement sanitaire porteur et qui invite les établissements intéressés à se greffer à ce projet.
l'établissement sanitaire, il ne va pas forcément avoir un dossier usager informatisé. Lui, il va avoir un dossier passant informatisé parce qu'il n'a pas les mêmes usages. Il va pas manager les mêmes clés. Ouais. Alors, Stéphanie, qui est du sanitaire, peut peut-être. Oui, non, mais c'est moi. Parce que mon ignorance du point de vue sanitaire. C'est pour ça que j'essaie de. Non, je partage complètement votre point de vue parce qu'en fait, et on a ces échanges au sein du collectif SMS, on va en parler peut-être tout à l'heure. On a également eu ces échanges avec la CNSA. Alors, les appels à projets sont ce qu'ils sont, et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut borner le périmètre. On sait aussi, c'est pas nouveau, on est entre nous, on peut le dire, que ça communique pas forcément très bien au niveau national entre les différentes instances, et notamment entre la DGOS et la CNSA. Donc, parce qu'en fait, nous, de notre côté, au niveau sanitaire, on a un autre volet Ségur sur d'autres couloirs, effectivement, avec des obligations d'alimentation, du DMP, de la messagerie sécurisée. Mais tout ça, ça manque de sens. Et je vous rejoins complètement. Ouais. Et je pense qu'au niveau régional, il faut vraiment qu'on arrive, dans le cadre de notre comitologie et nos échanges, à créer ce sens. C'est-à-dire, il y a bien un premier niveau d'équipement, que l'on soit dans le sanitaire, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ou dans le médico-social. C'est-à-dire que pour pouvoir échanger des données informatisées, il faut être informatisé, il faut être en capacité de produire des documents et des flux qui sont normalisés et qui vont communiquer entre eux via des outils nationaux qui sont proposés dans le cadre de Ma Santé 2022 et qui sont la messagerie sécurisée, le DMP, l'INS, l'e-prescription, etc. Pour éclairer, peut-être reprendre un peu la métaphore du national, parce que je trouve qu'elle est très intéressante. C'est-à-dire que, en fait, ce que met en place l'État, ce sont des routes, c'est une infrastructure. Un code d'urbanisme, c'est un petit peu comme une ville, c'est-à-dire vous avez des routes, vous avez un système de tout à l'égout, vous avez un système d'approvisionnement d'eau et d'électricité, et ça permet à tout le monde d'avoir accès aux mêmes services et de pouvoir, alors là, c'est pas communiquer entre eux, mais se déplacer ou échanger des fluides. Et bien en fait, là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que chacun a la possibilité de construire sa maison, construire son immeuble, construire son bâtiment, mais il faut qu'on se connecte tous sur les mêmes réseaux et qu'on soit capable d'avoir accès aux mêmes services. Et pour ça, il faut qu'on ait tous des outils informatiques qui soient interopérables, donc qui communiquent avec ces outils nationaux. Et je pense que l'état d'esprit en fait de ces appels à projets et du Ségur, c'est vraiment celui-ci. Par contre, communiquer, c'est bien d'avoir les infrastructures, mais faut-il encore savoir ce qu'on échange et pourquoi ? Et pour qu'on puisse, à l'échelle de notre territoire, donner du sens aux gens qui sont sur le terrain et qui sont des soignants et qui n'ont pas le temps d'investir de la ressource et de l'énergie pour des projets pour lesquels ils ne voient pas le sens, c'est indispensable. Merci Madame Piguer. Votre intervention était éclairante, en effet. À un niveau intermédiaire à construire sur des projets à l'échelle d'un territoire. Ce sont des bassins de vie en fait. On échange de l'information parce qu'on est dans des parcours patients et que vos patients, à un moment donné, ils sont hospitalisés et quand ils sortent d'hospitalisation, on a besoin d'avoir une bonne coordination pour qu'ils soient bien pris en charge. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut construire les échanges et peut-être que à l'échelle régionale, dans la gouvernance des projets et de l'accompagnement du terrain, il y a quelque chose à construire à ce niveau-là. Ouais, juste une petite interrogation, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Il faut que les établissements soient sur un même statut, c'est-à-dire dans l'appel à projet, parce qu'après, c'est vrai que s'il y a des appels d'offres, des choses comme ça, des recherches de fournisseurs, il y a enfin, si je prends, admettons, mes collègues du CLIC où j'ai des personnes de la fonction publique, moi je suis associatif, on peut aussi créer des groupes avec des statuts différents, non? C'est plus. Tout à fait, oui. Possible. D'accord. Okay. Je vous ai laissé la diapo volontairement sur du coup les missions GCS. Vous voyez, ça se recoupe notamment avec l'ARS sur certains points et aussi sur l'appui sur toute la préparation
du dossier de consultation dans le cadre du marché spécifique, mais également dans la préparation du dossier avant de candidater. Donc, comme chaque situation est très différente et en fonction aussi des particularités des régions et des territoires, c'est vraiment important qu'on puisse après prendre le temps d'en rééchanger ensemble. Alors, juste quand même, pour ne pas négliger, parce que je pense que c'est important de le savoir, donc bien préparer son dossier, c'est une chose, mais c'est vrai qu'une fois que le dossier il a été retenu par l'ARS, c'est là que tout commence. Effectivement, il y a cette phase de préparation du marché spécifique qui prend du temps et qu'il faut bien s'approprier parce que, notamment pour les établissements qui viennent du secteur privé et privé non lucratif, voilà, c'est des procédures sur lesquelles vous n'êtes pas forcément très au fait, et donc il y a un vrai besoin d'accompagnement là-dessus pour bien préparer son dossier de consultation. Donc là, le GCS, il intervient en appui de la préparation de cette procédure, et puis on a parlé tout à l'heure, le RESA vient aussi propose des formules d'accompagnement, et quand vous êtes des grappes avec des petites structures, il y a un forfait de 15 000 € dont Géraldine a parlé tout à l'heure qui permet de financer justement cet accompagnement par le RESA. Mais en tout cas, nous, au niveau GCS, on fait un premier état des lieux en fait, du dossier de consultation et pour bien vous expliquer quelles sont toutes les pièces qu'il y a à produire pour publier correctement votre procédure. Monsieur Bonenfant voulait intervenir. Je vous laisse la parole comme vous n'avez pas encore pu vous exprimer. Vous m'entendez tous là, c'est bon? Oui, tout à fait. Okay. Merci, oui. Donc, je vais. C'était par rapport aux interventions là, précédemment. Donc, moi, je suis DSI du groupement hospitalier Rance Émeraude. En effet, fédérer plusieurs établissements, c'est un peu complexe sur la partie dossier patient informatisé, comme vous l'avez dit, puisque nous, c'est des DPI, là, c'est du DUI. Surtout qu'on vient de déployer notre solution d'EHPAD. Par contre, je rejoins aussi l'analyse, la réflexion du directeur d'établissement EHPAD, là, M. Caro, parce que je pense que, si je comprends bien, je traduis, mais ce qui serait intéressant pour eux, c'est plus que les GHT portent ou une structure porte des solutions ou des propositions de projets et qu'il y ait un vote en fait sur le territoire en disant ce projet-là intéresse, je sais pas moi, 15 structures d'EHPAD. Par exemple, le lien, comme disait Stéphanie, l'important hier, c'est le lien, les flux. Et par exemple, on pourrait très bien dire le lien avec les personnels aidants, mettre en place des carnets de liaison, par exemple. C'est un exemple que je donne, mais voilà, plein de petits projets. Et puis, il y a un vote en fait de la communauté, de l'ensemble de la communauté vers un projet, et on trouve un intérêt commun. C'est d'ailleurs d'abord proposer des pistes de réflexion plutôt que de proposer des groupements. Je pense que c'est un peu la vision pragmatique des directeurs d'EHPAD, d'établissements. Voilà, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est vraiment ça. Je pense, si M. Caro, c'est un peu l'attente, c'est plus qu'il y a un catalogue et puis que derrière, on puisse dire, voilà, ça nous intéresse. Voilà. Je pense que c'est plus comme ça, moi, en tout cas, que je vais essayer d'aborder la chose, parce qu'on est aujourd'hui 7 EHPAD nous, au sein du GHT, donc c'est trop peu pour candidater, même si on nous avait dit que potentiellement on peut y aller. Mais, alors, 7 non. Clairement, voilà. Ça ne passerait pas. Il faut vraiment qu'on frôle les 15. Quoi. Ok, très bien. Mais du coup, peut-être qu'on va plus faire une proposition aux EHPAD du secteur en disant, voilà, il y a cet appel à projet. Ces différents thématiques nous paraissent intéressantes à travailler avec vous. Et puis, voilà, on vote. Ceux qui sont intéressés, on peut y aller. Et on voit si une dynamique se crée autour d'un sujet. Voilà ce que j'en pense. C'est ça. On vous rejoint. En sachant qu'en fait, les établissements qui vont travailler avec vous auront la même solution. C'est vraiment là où, effectivement, c'est une contrainte, mais elle est vraiment prioritaire. Quoi. Vous l'avez noté du coup, Monsieur Bonenfant? Alors, la même solution, oui, mais pas forcément le même DUI. Voilà, oui. Si. Enfin, quand vous dites le même DUI, c'est la même base de données, c'est ça? C'est là que ça manque de pragmatisme. Parce qu'en fait, non, mais on ne peut pas avoir les mêmes outils dans un établissement sanitaire que dans les autres EHPAD. Nous, on a fait l'étude sur notre territoire. Les modules EHPAD des DPI viennent se pluguer sur plein d'autres choses. Et donc, les besoins que l'on a ne sont pas les mêmes.
comme les besoins que l'on peut avoir entre différentes filières, je pense aux SIAD par exemple et aux EHPAD, ne sont pas les mêmes. Donc, on peut se mettre ensemble, mais on n'aura pas le même outil. Alors, nous, quand on parle de postuler, de regrouper des établissements pour répondre à cet appel à projet, on est bien d'accord, on parle d'avoir le même outil, le même logiciel dans les établissements médico-sociaux. Alors, j'entends, mais en fait, moi, la lecture que j'avais de l'appel à projet, mais du coup, c'est aussi ça hein, qui nourrit ma réflexion, enfin notre réflexion. Moi, j'avais des services pour faciliter sa participation à la définition de son projet d'accompagnement. Enfin, voilà, donc vous proposez tout ça. Mais derrière l'outil, c'était des outils aussi de facilitation pour les acteurs. Ce n'était pas forcément un DUI. Moi, je n'avais pas compris que c'était forcément le DUI. Ah oui, c'est le financement des DUI, là, l'appel à projet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a parlé assez longuement pour commencer. C'est vraiment le financement du DUI et de tous les équipements qu'il y a autour et l'accompagnement en termes de ressources humaines qui peut être envisagé aussi. Globalement, voilà de quoi on parle. C'est les premières étapes du programme. Hein. C'est vrai qu'on ne sait pas encore ce qui sera proposé comme financement sur d'autres outils plus tard, mais en tout cas, la première, voilà, c'est des projets prioritaires. C'est en tout cas faire en sorte que l'ensemble des structures soient équipées à minima d'un DUI pour après envisager la suite. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y en a certains qui sont à un stade beaucoup plus avancé que d'autres, mais ça va faire une transition sur le collectif SI, puisque je voudrais quand même qu'on en parle avant d'échanger à nouveau. C'est un collectif qui se monte sur la région et qui va avoir un rôle extrêmement important. Alors je passe la diapo de la NAP, mais encore une fois, allez voir sur leur site. Il y a beaucoup de ressources qui peuvent être intéressantes, notamment pour l'autodiagnostic. Comme vous pouvez le voir, les liens sont indiqués. Mais ceci dit, si vous allez sur le site de la NAP, vous pourrez retrouver assez facilement. Et même chose pour le kit de déploiement du DUI. Ou alors, vous revenez vers nous et on vous enverra les liens ou les documents. Vous voyez, très clairement, on a voulu vous mettre tout simplement la diapo qui reprend les noms et les 8 fédérations qui regroupent le collectif régional SI médico-social qui s'est créé tout fraîchement. Enfin, il y a déjà eu des réflexions et des réunions avec l'ARS et le GCS, d'ailleurs bien avant mon arrivée. Et on se retrouve là en septembre pour pouvoir échanger sur un peu les missions, le qui fait quoi et aller un peu plus sur le vif du sujet. Mais il faut savoir que dans le rôle du collectif, une des missions en tout cas qui est attendue, et on finance d'ailleurs le recrutement d'un chef de projet hein, qui sera recruté au sein de ce collectif et porté par une des fédérations qui pourra, d'un point de vue juridique, via une convention de financement ARS, il y aura un chef de projet pour aussi les représenter, puisque là, vous le voyez, on a globalement beaucoup de directeurs d'établissements qui se sont portés garants de ce collectif, mais en termes de disponibilité, ils vont aussi avoir besoin de ressources. Une des missions importante de ce collectif, c'est d'aller sur le terrain, c'est de servir de relais avec le terrain, c'est d'aller à la rencontre des établissements qui, eux, ne sont pas du tout encore équipés du DUI. C'est pour ça que je pense aussi, et c'est aussi un très gros chantier, d'aller vers ces établissements qui ne sont pas équipés pour parler tout simplement, reprendre un terme qu'on entend beaucoup, d'acculturation, mais c'est important, en effet. Il va falloir aller vers eux, leur expliquer, les rassurer, et aussi, ils vont, en servant de relais avec l'ARS et le GCS, ils vont pouvoir aussi nous remonter les particularités du terrain. Vous voyez, là, on en échange déjà sur un webinaire de 2 heures sur des questionnements, des problématiques que vous pouvez avoir bien avant de décider de postuler. Et les fédérations et ce collectif sont là et vont être là pour assumer également ce rôle. Hein, donc, vraiment d'analyser les besoins. Ils vont vraiment en appui avec le GCS et l'ARS, participer à élaborer cette feuille de route. Les missions du chef de projet du collectif. Alors ça, c'est
on en échange, à vrai dire, avec le collectif, avec le comité de pilotage, et on va acter tout cela en septembre. Alors, il y avait cette réflexion d'avoir un chef de projet, c'était pour que lui puisse être justement l'interlocuteur avec les acteurs de terrain, puisque comme on le soulignait, malgré toute la bonne volonté et l'investissement et le dynamisme des membres du collectif, ils sont avant tout directeurs de structure, parmi parfois bien d'autres casquettes, et en termes de temps dédié, on sait qu'il pourrait aussi à un moment donné se retrouver un petit peu bon, submergé, en sachant que le chef de projet, il va avoir une des premières missions, au-delà d'aller identifier sur le terrain, rencontrer les acteurs pour savoir un petit peu transmettre déjà les informations sur l'appel à projet, en gros véhiculer tout ce qu'on a pu véhiculer là aujourd'hui, c'est aussi proposer et organiser des formations en fonction des besoins qui vont être identifiés. Et en se servant aussi bien, des acteurs qu'il y a sur le territoire de proximité. Ça va être relayer toutes les informations et les communications que nous, on reçoit aussi du national, puisque, encore une fois, on en a toutes les semaines qui retombent. Comme je vous le disais, c'est un projet qui va s'étaler dans le temps, avec toute une phase de généralisation qui va débuter en 2022. Là, au moment où je vous parle, je n'ai pas forcément plus d'informations à vous transmettre sur cette généralisation. Et quand nous allons en avoir, il va falloir communiquer. Et pour ça, on a besoin de relais sur le territoire. Le collectif en fait partie, puisque Sylvaine, qui est sur cette mission, ou moi, au niveau de l'ARS, on ne va pas pouvoir non plus rencontrer tous les candidats et tous les établissements de la région. Donc, ce chef de projet, il va être là aussi pour centraliser tous ces besoins. Peut-être permettre aussi un peu de servir de filtre. Avec les échanges avec le terrain. Parce que nous, on ne touche pas forcément le terrain, on n'est pas toujours connu partout. Et là, le fait de s'appuyer sur les représentants de fédération et sur ce chef de projet là, qui va être le maillon coordinateur, ça va faciliter les échanges avec le terrain. Oui, tout à fait. En gros, voilà, sur les grandes lignes. Après, ceci dit, le recrutement est en cours. Donc, la fiche de poste, elle a été assez précise, mais globalement, sans l'avoir sous les yeux, voilà ce que je peux vous en dire. Je vous confirme que les entretiens ont eu lieu hier. Ah, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur le collectif? Parce que c'est vrai que j'en parle, moi, de mon regard en ayant, encore une fois, en étant, je me permets juste de le rappeler, non pas pour me dédouaner, mais sur ce poste depuis quelques semaines. Donc, si vous souhaitez intervenir, Madame Killer. Je ne suis pas membre du collectif en tant que tel, mais plutôt des représentants SI, puisque au sein de ce collectif, nous sommes en train de structurer un club aussi SI pour que, vous l'avez bien dit, les directeurs puissent s'appuyer sur les compétences au sein de leurs différentes fédérations qui, du coup, puissent porter un regard plus, alors pas forcément technique, mais en tout cas en termes de gestion de projet, par exemple, en termes d'interopérabilité sur ces sujets. Donc, effectivement, nous avons publié une offre d'emploi pour un CDD de 18 mois. Et donc, nous avons eu un certain nombre de candidatures, dont en tout cas, il y en a une qui ressort. Donc, probablement que le recrutement va pouvoir se faire d'ici le mois de septembre. Enfin, on verra. Ce n'est pas clos, donc voilà. L'émission, je pense que ce qui est important et ce qui ressort aussi des échanges que l'on peut avoir, c'est que au niveau régional, on arrive à bien définir le périmètre d'intervention entre l'ARS, le GCS, le collectif, pour que tout ça fonctionne bien, qu'on sache bien qui fait quoi, et qu'on puisse du coup bien articuler nos actions. Ouais. Ça fait partie d'ailleurs d'un des axes de travail là, de l'été où je dois échanger avec Monsieur Perron notamment, pour qu'on puisse déjà arriver en septembre et proposer chacun de notre côté des missions très spécifiques, puisque l'idée c'est bien de travailler en complémentarité et tout en veillant à respecter les missions des uns et des autres.
Et je pense que c'est important aussi pour les acteurs de terrain, qui fait quoi, que ce soit très clair, parce que là, c'est quand même un peu flou encore. Oui, c'est normal. C'est normal. D'ailleurs, toutes les régions n'ont pas de collectif. On est apparemment en Bretagne une des régions qui est le plus avancée. Alors, les Hauts-de-France avaient déjà, lancé un collectif l'année dernière, je me trompe. Mais en termes d'avancement par rapport aux régions, toutes ne sont pas parties dans cette dynamique et on avance plutôt assez vite, malgré tout. Donc, vivement la rentrée. Je ne suis pas encore partie en vacances, mais voilà, il y a plein de belles choses qui vont se créer en tout cas. Après, sur le travail de terrain, je lance une réflexion parce que c'est vrai que ce que l'on sait, il y a des centaines ou des milliers d'établissements qui potentiellement seront concernés dans le cadre de la phase de généralisation. Et compte tenu du besoin de sensibilisation, il y aura probablement une réflexion à avoir avec le GCSI Santé Bretagne sur l'appui au niveau des ressources de proximité, notamment au niveau du département des DU, sur voilà, la manière dont on peut s'appuyer localement sur ces acteurs pour pouvoir identifier peut-être des établissements qui souhaiteraient rentrer dans la démarche et qui ne passeraient pas forcément par les fédérations parce qu'elles n'auraient pas eu l'info, quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien faire converger nos différentes synergies. Exactement. Exactement. Énergie pour avoir une synergie. On pourrait terminer le webinaire de cette manière. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Là, je mets juste la dernière diapo et de notre côté, on aura terminé avec les coordonnées du service 10, département innovation en santé de l'ARS. Donc, je suis présente quasiment tout l'été, sauf la deuxième quinzaine d'août. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à envoyer un mail ou à nous contacter par téléphone. Et également les coordonnées du GCS Santé Bretagne. Très bien. Du coup, j'ai levé la main. Juste, je vous remercie. C'est Guillaume Bonenfant. C'est vrai que je n'ai pas pu assister au début parce que j'avais des contraintes d'agenda et en effet, j'ai raté le focus sur le DUI. Au début, en fait, c'est vrai que quand j'ai vu cet appel à projet passer, j'avais bien cette première lecture. Et puis, comme il y a eu pas mal de relances sur le sujet, je me suis dit peut-être que j'en ai pas une bonne lecture et peut-être qu'il y a des opportunités que je ne vois pas qu'on pourrait saisir. Là, clairement, comme c'est vraiment focus sur le DUI, pour ma part, mais peut-être que justement, il faut peut-être qu'on en échange en dehors de cette réunion, hein, mais je ne vois pas comment on peut s'inscrire là-dedans au niveau des GHT, au niveau de faire parce qu'on va amener beaucoup de contraintes aux établissements si on leur dit, bah voilà, venez faire notre dossier patient informatisé. Donc, ça pose les problématiques que vous avez évoquées, hein, de concurrence et voilà, le RESA, autres, enfin, très bien. Mais ça pose aussi des questions fonctionnelles et de coûts induits, puisque nous, nos solutions sont quand même assez coûteuses, hein, par rapport, elles sont dimensionnées pour de l'hospitalier. Donc voilà, donc j'ai un peu de mal je vous avoue que je ne vois pas très bien, alors peut-être que Stéphanie pourrait aussi m'éclairer, mais je ne vois pas très bien comment nous, on peut répondre et s'inscrire dans cette démarche. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'était riche d'échanges, mais je ne vois pas forcément, moi, comment je peux porter ça auprès de mes EHPAD et les EHPAD du territoire. Voilà. Oui, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse vous recontacter ou vous revenir vers nous. Je ne sais pas si vous avez noté notre mail pour qu'on puisse en rééchanger. Avec plaisir, parce que là, je vous contacterai. Et en complément, on a des problématiques en termes de marché public, hein, sur ces sujets qui sont remontés au niveau national, mais du coup, ça pose quand même problème, le fait d'être obligé de passer par le marché du RESA. Alors, je ne sais pas au niveau de la région, ce n'est pas un problème qui est remonté, mais je sais qu'en Centre-Val de Loire, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que des établissements qui ont passé des marchés avec un volet EHPAD, comme c'est le cas par exemple pour Guillaume, ne peuvent pas casser leur marché. Et donc ne peuvent pas bénéficier de l'enveloppe de financement pour équiper le médico-social, le volet médico-social de leur activité. Oui, c'est effectivement une problématique qui a été remontée par plusieurs établissements.
C'est le cadre, hein, c'est le cadre de l'appel à projet qui veut ça. Alors, je ne sais pas s'il y aura des évolutions, mais pour l'instant, en tout cas, la CNSA n'a pas ouvert la porte sur ce sujet-là. Et nous, de notre côté, passer par le marché, ça veut dire 20% de TVA de plus. Donc, en termes de dépenses publiques, ça pose question. Après, on voit bien l'intérêt du projet. C'est vraiment pour l'usager et puis pour les structures, c'est vraiment un vrai gain. Mais je ne vois pas comment le mettre en musique. Sincèrement, mais on en discutera du coup ensemble. Ouais. Je pense que c'est aussi notre rôle, pour répondre aussi à Monsieur Caro, c'est aussi notre rôle de porter ces sujets, je pense, même si c'est pas le cas partout. Je pense que c'est aussi le rôle de l'hôpital de porter ces sujets-là au niveau du territoire, en tout cas en tant qu'établissement de support de GHT. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on parle des EHPAD, mais là, l'appel à projet, il couvre le secteur médico-social dans sa globalité. Donc, il y a aussi les structures PH, etc., qui n'ont pas un module EHPAD. Le module EHPAD, il ne va pas proposer les mêmes fonctionnalités que ce qu'on peut proposer à une structure qui fait de l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc, c'est ça aussi, c'est vraiment penser communication, échange, interopérabilité, plutôt que d'essayer de trouver un outil commun à tout le monde. L'idée, c'est que l'outil qui soit commun à tout le monde, ce soit plutôt sur des établissements qui ont le même type d'activité. Et du coup, là, si on parle de projet d'interopérabilité, en effet, là, je suis OK. Mais si on parle de projet de DUI, là, je ne vois pas comment on fait. C'est ça la question. Le DUI, c'est un outil à la base. Mais c'est un outil, effectivement, qui couvre un ensemble de fonctionnalités qui… alors, on a une structure commune, le dossier administratif, une partie du dossier médical, etc. Et après, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment propres à chaque secteur en fonction de leur activité. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on est concerné ou pas? En tout cas, dans le cadre de cet appel à projet-là, pour cette deuxième phase, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, vous l'avez entendu, pour ceux qui étaient, Myriam Denache à la CNSA a été assez claire sur le cadre législatif de cet appel à projet qui convient à beaucoup de structures au plaisir d'en échanger et de voir si la solution peut convenir ou pas. Donc, pas hésiter en tout cas à nous solliciter, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes arrivé dans votre réflexion. Nous, on est là aussi pour vous aider à avancer dans la structuration de votre dossier. Voilà. On vous remercie. Bonne journée à tous et peut-être à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.